Donc, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, on est ici pour vous parler de l'intégration de reporting dans vos applications avec Power BI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on veut fournir du reporting dans nos applications, on a en gros deux solutions. Soit on fait tout le développement soi-même, donc on récupère les données de nos systèmes sources et on les affiche à l'utilisateur, soit on utilise un outil et on va essayer de l'encapsuler dans notre application. Donc nous, on va vous présenter cette solution-là qui est basée sur Power BI, un outil de Microsoft. Vous connaissez Power BI un petit peu ou pas du tout? Oui. Alors je vais la poser autrement la question, qui connaît Power BI? Une petite moitié de la salle. Donc je vais quand même repasser un peu dessus par la suite. Donc l'objectif, c'est de vous présenter ça. Comment est-ce qu'on fait pour l'intégrer? Qu'est-ce que ça a comme avantage comparé à un développement complètement custom, complètement fait depuis rien? Et combien ça coûte aussi, on va vous dire, quel type d'architecture on peut mettre en place. Ça vous va? Vous voulez pas tous sortir, ça va? Bon, ça va, on est sur le efficace. Donc, qui sommes-nous? Un petit peu de promotion personnelle. Donc, Olivier, vas-y, je t'en prie. Alors, Olivier Marbillard, je suis consultant pour une magnifique boîte qui s'appelle Scope IT, qui est une société coopérative et participative de Paris. De Paris, tout à fait. On sera bientôt 9 à partir de lundi. Donc, une femme, pour préciser. Donc moi je fais du .NET majoritairement et puis je suis consultant sur les technologies Azure et Microsoft. Voilà. Donc il y a un GitHub avec pas grand chose, mais il y a le code de la session d'aujourd'hui dessus. Il y a mon Twitter et mon mail. Et donc pour ma part, donc je suis MVP Data Platform depuis quelques années. Je fais du décisionnel, donc c'est tout ce qui est autour des données, principalement sur les technologies Microsoft, même si on peut de temps en temps mettre les mains soit sur Elasticsearch, soit sur Hadoop, pour certains besoins un peu plus spécifiques. Voilà pour la promotion personnelle. Alors du coup, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi utiliser un logiciel comme Power BI qui a un coût et qui est propriétaire de Microsoft au lieu de faire son propre développement. Alors il y a plusieurs avantages. On a un outil de visualisation qui est utilisé par beaucoup de gens aujourd'hui, surtout dans les grosses structures, et qui du coup a une certaine maturité, beaucoup de retours, et qui permet de faire une multitude de choses que je vous présenterai juste après cette slide-là. On a une partie de transformation de données intégrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, quand on prend l'outil Power BI, on va être capable de dire tu vas me chercher les données dans telle source, tu vas me les joindre avec cette source-là, et tu vas m'appliquer une règle de gestion pour me sortir le résultat que j'attends. Et ça va se faire comme on l'aime, avec clic, clic, clic si on veut, ou avec, si c'est un peu plus compliqué, un langage qu'on appelle le M dans Power Query. Je vous montrerai ça, comment ça se représente concrètement juste après. Et donc ça va nous permettre de gagner du temps. On ne va pas dire à un utilisateur qui veut faire du reporting lui-même, par exemple, c'est facile, tu prends D3JS, bon courage. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du D3JS, mais ça se passera un peu aussi bien que ça. Surtout si l'utilisateur en question, c'est quelqu'un du contrôle de gestion ou du marketing, ou des équipes commerciales, c'est pas tout à fait leur métier. Même s'ils devraient tous savoir faire du JavaScript. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir gagner du temps de développement réduit et plus grande accessibilité du reporting à vos utilisateurs, parce que vous pourriez très bien dire aux utilisateurs métiers directement de faire le reporting ou de le faire avec vous graphiquement sans avoir besoin d'avoir une nécessité de développer ces rapports en question. Et c'est pas mal, pourquoi? Parce que finalement le reporting, contrairement à une partie des applications opérationnelles, c'est quelque chose qui vit beaucoup, avec des nouveaux besoins qui arrivent extrêmement régulièrement, avec des nouvelles analyses, des nouvelles problématiques, des nouvelles visualisations que vous pourrez mettre en place les personnes qui veulent du reporting. La preuve aujourd'hui, comment ça fonctionne, une grande majorité du reporting en entreprise, c'est quoi? C'est Excel. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre les mains dans les cases et faire des formules Excel grandes comme ça, et nous sortir à peu près tout ce qu'on veut comme visualisation et comme données. Et bien, en utilisant Power BI, on va avoir cette chance-là de pouvoir avoir un peu ce monde Excel avec les requêtes qu'on peut faire à la main dans un outil graphique et la partie industrielle qu'on peut faire avec l'intégration en embedded que vous montrera Olivier. Donc maintenant, c'est facilité. En effet, vous ne gérez plus du code, vous gérez quelque chose d'un peu plus graphique. On verra tout de suite. Et enfin,
quand on utilise Power BI, on ne va pas aller faire des requêtes directement sur les sources opérationnelles. On va charger les données dans ce modèle Power BI, dans un moteur qui est propre à Power BI. Et on va du coup avoir les requêtes utilisateurs qui pointent vers ce moteur-là. Ce qui évitera d'avoir une charge sur les systèmes opérationnels. Vous imaginez bien le problème que ça peut poser d'avoir des requêtes analytiques, donc des requêtes assez grosses, qui demandent de joindre toutes les tables de votre source opérationnelle, voire plusieurs sources opérationnelles, pour présenter le résultat du chiffre d'affaires de l'année d'un client. Ça va provoquer une surcharge assez importante au niveau de votre source et potentiellement ça va impacter votre source, ça va vous poser des problèmes d'accès même des utilisateurs. Donc Power BI vous permettra aussi de gérer cette problématique-là. J'ai un peu l'impression d'être un commercial Microsoft là. C'est ça, hein? Donc je vous montre ça. Donc il y a deux inputs, deux entrées possibles dans Power BI. Soit un client lourd qui s'appelle Power BI Desktop, qui n'existe pas sur Mac ni sur Linux forcément, un produit Microsoft. Donc là, ça nous a permis par exemple de faire cette analyse, ce rapport-là. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vous le montre juste après parce qu'il est un peu spécial. Ça m'a permis de faire ce magnifique rapport. Waouh! Juste un exemple. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait récupérer des données. De quoi est-ce que je veux récupérer des données? Déjà tout de suite on voit qu'on a un certain nombre de sources de données qui sont supportées. Ça va de Excel, génial, les utilisateurs sont contents, du CSV, mais aussi des choses plus exotiques, tout ce qui va être des services web type service web Facebook, service web Salesforce, tout ce qu'on peut trouver comme gros progiciels en SaaS du marché. Donc on va pouvoir se connecter directement à ces API-là et avoir déjà des jeux de données préparés. Donc là par exemple si je fais un exemple très simple, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une base SQL. Ah, je peux animer mon choix. Ah, t'as pas la base toi? Bah non. Bah non. Bah réponse, c'est sur ta machine. Ouais. Donc en exemple très simple, je me suis connecté à une table. Alors on le verra pas graphiquement, mais c'est pas très grave, on va le voir en code. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a dit? Connecte-toi à une base qui est sur Azure. Pas génial, si tu veux avoir accès, c'est sur Azure. À une base, et tu vas me récupérer la table qui s'appelle SalesLT, Sales Order Header. Et du coup, je vais pouvoir récupérer ces informations-là. Sur ces informations, je vais avoir une possibilité d'ajouter tout un tas de transformations. Donc directement pouvoir faire des transpositions de lignes en colonne, du comptage de lignes, changer les types de données, changer les formats de données. Et tout ça, finalement, pour avoir quoi comme résultat? Pour avoir la possibilité d'avoir un jeu de données ici, vous voyez à droite, qui est la liste de mes tables, de mes colonnes plutôt, par table. J'aurais pu faire des relations si j'avais fait plusieurs tables. Là j'en ai qu'une, mais du coup j'aurais pu dire ah bah mes sales order readers ils sont liés à mes sales order detail et puis faire du coup de l'analyse sur plusieurs tables. Et une fois que j'ai mes données préparées, j'aurais pu faire des analyses en disant bah analyse-moi, affiche-moi les dates. Et pourquoi pas. Donc l'avantage qu'on a, c'est que là j'ai voulu afficher un petit tableau. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai coché des cases ici. Je les ai mis dans les champs qui m'étaient présentés là. Et j'ai ensuite la possibilité de choisir n'importe quelle visualisation. Donc je peux dire tiens en fait j'aurais plutôt présenté un histogramme, j'aurais plutôt présenté une ligne, j'aurais plutôt présenté un camembert. Je vais descendre un petit peu. Je peux gérer le fait d'avoir des différents niveaux. Mais là j'ai uniquement une journée donc forcément ça ressemble pas à grand chose. Donc en fait vous allez pouvoir vraiment faire votre affichage avec une notion de clic. Et là les données que je suis en train d'analyser, elles ont été ramenées dans ce fichier, c'est un fichier PBX. C'est des données qui vont être stockées en mémoire quand le fichier est ouvert, ou dans le fichier quand le fichier est fermé. Et vous allez pouvoir effectuer un certain nombre de calculs dessus, et tout ça de façon très graphique grâce à deux choses. Donc la partie Edit Query que vous avez ici, qu'on a vu rapidement,
doit être ouverte sur le côté. Hop. C'est une base SQL sur ta machine, toi? Non. Non? Pas très drôle comme garçon. Hein. Non, clairement pas. Ouais, il n'y a rien que je vais pouvoir faire comme ça. Mais... Je peux pas te connecter avec tes... Si, mais je pense que je me souviens plus de mes credentials en fait, c'est ça l'erreur. Je crois que... Ah, je vais pas la tenter. Tu te souviens pas de mes credentials? Non. Non plus. Moi, je les ai pas. Tant pis. Du coup, t'as pas un petit fichier Excel qui traîne sur ta machine non plus? Ouais. C'est un petit effort. Hein. Je dois avoir des bases de dev. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, n'importe quoi, Une source. Je peux avoir un. C'est la locale de l'autre. Ça c'est géré ça? Là, tu fais juste point. Juste point? Ouais, juste point. Tu remplaces tout par point. C'est sur ton instance par défaut? Ouais. Tu fais point. Ouais, super. Tu vois, t'as une base. Et après, Tu fais connect. elle va aller. Non, elle a pas envie. T'as pas d'instance en fait. Tu m'as menti. Bah, c'est une locale de Ah, l'autre. Ouais, non. Pas mal. Bon, bah écoute. Tant pis, hein. Donc c'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est juste que voilà, vous avez la possibilité de faire un certain nombre d'opérations sur ce jeu de données, donc à deux endroits différents. Vous avez cette partie-là qui s'appelle Power Query, qui va être l'équivalent un peu d'un ETL. Ça vous parle un ETL? Donc c'est ce qui va nous permettre d'extraire les données de différentes sources, de les transformer et de les recharger. La destination, là, ça va être le modèle de données, qui est le fichier dont je vous ai parlé, le fichier PBX, le fichier Power BI. Et donc là, c'est typiquement ce qui s'est passé. Je lui dis, prends-moi les données de cette table, tu me les mets ici. J'ai fait aucune transformation dessus. Il me les a chargées dans le modèle Power BI. Ce modèle-là, comme je vous l'ai dit, je peux lui représenter des relations si j'en ai envie, entre les tables, et je vais pouvoir faire des analyses dessus. Et je vais aussi pouvoir créer des champs calculés. Par exemple, si j'ai envie de dire que je veux créer une mesure pour dire que c'est la somme de, voilà, de mes headers, ça n'a aucun sens ce que j'écris, mais je peux le marquer. Hop. De mes subtotaux. Donc cette partie-là, ce langage-là, c'est ce qu'on appelle du DAX. Je vous ai un peu perdu déjà là, non? Dans l'autre écran tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Power Query. C'est ce qui permet de faire l'ETL. Extraction, transformation, load. Là, on a un langage de script qui s'appelle le M, qui permet vraiment de faire tout un tas de choses. Du genre, tu vas me prendre que les caractères de gauche de cette colonne, tu vas me faire cette colonne multipliée par cette colonne, tu vas me sortir, tu vas me séparer ce champ qui est séparé par des virgules et tu vas m'en faire des lignes. On va pouvoir faire tout ça. Dans cette couche-là, où on utilise du DAX, on est vraiment en train de travailler sur le modèle. Donc on a chargé les données dans un modèle Power BI, et ensuite on va pouvoir dire, cette colonne-là c'est une moyenne, cette colonne-là c'est une somme sur le somme de mon montant de chiffre d'affaires. Et l'avantage de ça, c'est qu'en préparant ces champs donc dans ce langage qui s'appelle le DAX, les utilisateurs, par la suite, ils pourront directement utiliser cette mesure, l'analyser, sans avoir besoin de se préoccuper de la règle de gestion qui a été mise derrière. Ok? Donc ça, c'est un des premiers avantages de Power BI. Vous avez la possibilité d'utiliser ce Power BI Desktop pour faire comme Excel, vous récupérez des données, sauf qu'au lieu de les mettre dans un onglet Excel où votre fichier fait 200 MO, vous les mettez dans un modèle Power BI, il y a un facteur de compression de 20 fois à peu près, vous avez quelque chose d'un peu plus industrialisé parce que vous pouvez rentrer un peu de code dans le M pour être sûr que vos données arrivent de différentes sources et que ça soit propre, et vous allez pouvoir le publier. Si vous faites publish, vous allez envoyer ce rapport Power BI sur le service de Microsoft powerbi.com. Dans ce service, que tu as mis dans Ouais, il est ouvert. Firefox. Toi, t'es le dernier mec qui utilise Firefox en fait. Hein, c'est ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui utilisent Firefox ici. Ah ouais, voilà. Il y en a un. La nouvelle version est très bien. Alors du coup, ça ne nous laisse pas grand chose d'utiliser soit Chrome, soit IE. Ou Opera. Ou Edge. Edge. Ah oui, c'est ce que j'appelais IE pour le coup.
le nouveau IE. Du coup, une fois que je l'ai publié, ça ressemble à quoi? Je me retrouve avec mon rapport que j'ai publié, qui s'appelle Démo codeur en scène, et qui est dans mon espace powerbi.com. Dans mon espace powerbi.com, je retrouve mes datasets, mes rapports et mes dashboards. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, ce serait l'objet d'une session complète. Il faut juste savoir que le modèle de données dont je vous parlais, c'est ce qu'on appelle un dataset. C'est un dataset Power BI. Il a été posté ici, il contient les données de mon fichier. J'ai la possibilité de rafraîchir ce fichier périodiquement en fonction de ma data source. Si c'est un fichier Excel posté sur votre bureau, il y a peu de chances qu'on puisse le rafraîchir depuis powerbi.com. Par contre, si c'est comme moi une base de données SQL Server, il peut dans Azure, il peut s'y connecter directement pour s'actualiser. Et cette data source, elle va vous permettre éventuellement de faire votre propre rapport depuis l'interface web. Donc tout ce qu'on a fait en termes de visualisation dans le rapport, dans notre fichier, on va pouvoir le faire éventuellement en mode web. Ça c'est intéressant, comme ça les utilisateurs de Mac et les utilisateurs de Linux, déjà ils peuvent encore utiliser l'outil. On est un peu sauvé. Et si vous n'avez pas envie d'installer un client sur votre machine, vous pouvez aussi utiliser la version en ligne. Ça c'est un des premiers, donc est-ce que vous voyez l'intérêt de Power BI du coup? Ce côté un peu graphique, ce côté un peu, je vais récupérer mes données, les consolider. Malheureusement on va pas faire une session complète sur Power BI et c'est pas l'objet. L'idée c'était plutôt de vous montrer à quoi ça ressemblait du coup l'outil. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'on peut faire ça, qu'on peut donner au métier soit Power BI desktop, soit Power BI en ligne, lui dire le jeu de données c'est ça, fais ton rapport que tu veux, je vais l'intégrer ensuite dans l'application. Et comme ça, je te ferai pas 50 propositions, tu vas me dire non, mais là, la part du graphique, je voulais la mettre en rose, et celle-là, je voulais la mettre en vert. Et devoir refaire du code, refaire un check-in, réintégrer. Après, vous avez suivi toutes les sessions sur l'intégration continue, donc ça se fait tout seul. Mais voilà. Au moins, il le fait lui-même. Et ensuite, vous pouvez le mettre à disposition dans l'application, ce qu'on va voir tout à l'heure. Dernier point que j'aime beaucoup dans Power BI, c'est que vous avez la possibilité, depuis quelques temps, de faire du streaming. C'est à la mode, le streaming. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Donc du coup là ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement demander à votre application. Les architectures lambda, ça vous parle un petit peu? Donc vous pourriez avoir votre application qui est écrite dans votre base opérationnelle, base SQL, base MongoDB, base CosmosDB si vous voulez rester vraiment sur du Microsoft. Et vous pouvez faire un stream qui aille écrire directement dans Power BI, dans les datasets qui sont là. Pour ça, j'aurais juste à faire créer un dataset. Oups. Un streaming dataset. C'est-à-dire que je veux créer une API. Et là, je vais pouvoir créer une API en lui disant je vais avoir telle colonne, telle colonne, telle colonne, telle colonne, telle colonne, telle colonne. Et il va me donner directement si j'en prends un existant. Et tu vas, hop, ici. Alors on a une excellente connexion internet, c'est pas mal pour une session qui est principalement dans Azure et sur internet. Il va nous donner le format attendu soit en JSON, soit le format attendu sous forme de curl avec la chaîne de connexion à utiliser, avec l'URL à utiliser. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable d'utiliser ça pour envoyer des données directement à powerbi.com. C'est-à-dire que dans votre application, vous vous occupez même plus finalement de votre système de décisionnel. Vous allez vous dire, j'ai une table qui est, j'ai mon système opérationnel et éventuellement j'ai une patte qui va aller écrire lui-même dans powerbi.com. Ça c'est une option. Là vous pourriez vous dire, si vous avez fait un peu de data, que écrire en synchrone alors que c'est une architecture lambda c'est un peu bizarre. Donc vous pouvez mettre un service bus de Microsoft et écrire pour ceux que ça intéresserait. Mais ce sera un peu détaillé pour rentrer dans le détail. On va vous montrer justement ce qu'on a fait nous sur les tweets. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les tweets depuis une Azure Function. On les écrit dans un blob storage, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et on les récupère avec un service qui s'appelle Stream Analytics, qui m'écrit directement dans un dataset Power BI. Bon, en attendant, si tu veux, tu peux montrer ton Postman? Eh bien, allez. Donc du coup, ce que j'ai fait, je te présente juste la... Ouais, vas-y. On a créé un dataset, comme je vous ai montré, un streaming dataset. On l'a appelé api.powerbi.com. Non, on l'a appelé plutôt Ouais, on le voit pas. codeur en scène streaming dataset. Ouais. On lui a dit qu'il prendrait le nom, le prénom, l'activité et la préférence politique. Du coup, on a vu qu'il fallait pas trop parler de politique. On s'est dit, c'est le bon moment. Voilà. Donc vas-y, je t'en prie. Donc l'idée c'est juste d'aller faire une requête qui va poster ces données-là dans le streaming dataset. Donc pour ça, j'utilise un outil qui est très simple, qui s'appelle Postman.
et qui permet de faire des requêtes. Donc là, on a le type de requête, si c'est du post, du get, etc. C'est un outil Microsoft, ça? C'est pas un outil Microsoft. Ah, mais tu peux pas présenter ça. Ah pardon, je vais couper le truc. Je vais le faire en PowerShell. Non. Donc on a toute notre URL complète là avec une clé d'authentification qui nous permet, donc qui est générée par Power BI et qui nous permet tout simplement de faire du push de données vers cette URL là. Et donc il y a la référence du dataset qui est juste ici. Donc c'est le GUID qui est super long, qui va jusqu'à Rose. Et qui vous est fourni par l'interface graphique quand vous l'avez créé. Ouais, qui est juste ici. C'est le push URL, tout est là. On n'a rien inventé. Donc ensuite j'ai un tableau de données là tout simplement avec deux objets JSON dedans. Donc t'as j'aime l'argent et j'aime pas les autres. Et j'aime pas les autres, voilà, qui ont tous les deux des préférences politiques. Voilà, et on va tout simplement envoyer cette requête là. Si tout se passe bien, on va avoir un petit 200 en retour, c'est notre cas, donc tout a bien fonctionné. Et voilà. Et là je te laisse présenter. Parce que Olivier dans toute la session il fait juste insérer les données. Ouais, c'est ça. Je sais rien faire d'autre, faut le savoir. Je suis inséreur de données. Alors, si je retourne ici, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai juste envoyé des lignes dans ce jeu de données. Maintenant je vais avoir envie de créer mon rapport, j'aurais pu le créer alors qu'il n'y avait pas de données, mais bon. Et on voit bien que je retrouve les données en question. Là vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est petit, mais il y a bien écrit l'activité avocat de Monsieur Largent qui a comme préférence politique Monsieur Fillon. Mais je crois qu'il va être déçu, du coup il n'y en a plus trop là. Je sais pas. Et on voit bien le second. Et là encore une fois j'aurais pu faire un certain nombre de graphiques basés sur ce jeu de données. Alors, avantage de cette méthode-là, c'est qu'à chaque fois que je vais actualiser mon rapport Power BI, du coup, je vais afficher les dernières lignes qui sont dans le dataset. Ça veut dire que si vous avez votre architecture de streaming, vous allez vous retrouver toujours avec les dernières valeurs à l'actualisation du rapport. Sans avoir besoin de lancer une chaîne d'ETL, de traitement, qui va chercher les données la nuit, etc. Ça va? C'était facile? Bon, super. Alors, hop. Du coup, ça c'est présenté. Ce que je peux vous présenter ensuite, cette brève introduction de Power BI. C'est une brève introduction, mais c'est un outil du coup qui permet de faire énormément de visualisation, énormément de traitement sur les données. C'est vraiment l'objet de quelque chose d'assez long pour l'expliquer en détail. Il faut savoir quelque chose, c'est que là on a dit ce qu'on veut faire, c'est pas juste faire du Power BI. Sinon la session se serait appelée Power BI et elle n'aurait pas eu vraiment son sens dans codeur en quelque chose. Ça aurait été consultant clic-clic en quelque chose, ça aurait été un peu différent. Du coup, ce qu'on veut faire, nous, c'est de l'unbinded. Ça veut dire qu'on veut prendre le dataset, le rapport qu'on a généré, et on veut l'afficher dans notre application, éventuellement dans notre entreprise, ou sur un site public. Pour ça, il va falloir juste faire attention au licensing. Je fais une petite parenthèse dessus, parce que c'est difficile à comprendre. Là, Microsoft, ils ont été très, très forts. Pour BI, ça commence à 8 €. 8 € par utilisateur, par mois. Ça, c'est une version Power BI Pro. Non, ça commence à gratuit en fait. Et Power BI gratuit, il ne permet pas de faire du Power BI unbinded. Donc, je ne l'ai pas mis là. Power BI Pro, 8 € par utilisateur, c'est-à-dire que vous intégrez votre application Power BI dans votre application chez vous. Vous devez à minima avoir une licence Power BI Pro une licence Power BI Pro. Tous les utilisateurs qui vont vouloir consulter votre application vont devoir avoir une licence Power BI Pro si vous avez ce mode de licensing là. Vous allez me dire, c'est un peu contraignant parce que du coup, s'ils doivent avoir une licence Power BI Pro, il faut qu'ils aient un compte Azure Active Directory, il faut qu'ils aient un compte Office 365 et on va devoir leur demander leur login mot de passe tout le temps. Donc pour éviter ça, on a deux autres offres qui sont proposées par Microsoft qui sont Power BI Unbinded, où là on va provisionner un service Azure qui s'appelle Power BI Unbinded et qui du coup nous permettra de ne pas demander à l'utilisateur de rentrer ses informations d'authentification. Tout le monde pourra y avoir accès. La différence c'est 641 € par mois versus 8 €. La question peut se poser, si vous avez 4 utilisateurs, juste pour lui demander d'éviter de rentrer ses credentials, ça ne vaut peut-être pas le coup de... Donc, c'est vous qui voyez, si vous êtes riche c'est bon. Et enfin vous avez Power BI Premium, alors là c'est génial parce qu'on a accès à tout. L'inconvénient c'est que c'est plus cher, là on a 4000 €. On a 4000 € par mois, mais on a une machine dédiée vraiment pour ça et on a accès à tout, c'est-à-dire que si vous faites du Power BI Unbinded, le service Azure ne vous permet pas d'accéder à powerbi.com pour accéder au rapport à vos utilisateurs. Vous avez vu, moi j'ai utilisé powerbi.com, je n'ai pas utilisé une application à moi.
et ben ça ils n'auront pas accès. Ils ne pourront pas aller faire edit dataset, créer leur petit graphique et tout. Pas depuis l'application web. Ils seront obligés d'uniquement consommer votre affichage qui est affiché dans votre application. Là, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Alors du coup, notre architecture qu'on va vous présenter quand Olivier va commencer à parler, c'est un développeur qui fait du Power BI desktop ou service. Vous avez compris, hein, il y a deux notions, Power BI desktop, Power BI service. Les deux permettent d'accéder aux données et de se retrouver avec un fichier Power BI qui prennent des sources de ce que vous voulez, de vos données chez vous, de vos fichiers Excel, de vos fichiers CSV, de vos bases de données applicatives. Une fois qu'il a fini son rapport, il poste ça dans powerbi.com. Ensuite, on va avoir l'intégration de ce rapport créé dans powerbi.com dans notre application, soit on-premise, soit dans Azure. Là, dans l'exemple, toi, tu as utilisé Azure. Toi, c'est dans Azure. On aurait pu très bien faire un site dans 2IS à la maison, comme on sait très bien faire. Et nos utilisateurs, ils vont pouvoir soit accéder au rapport via notre application, soit se connecter à Power BI pour voir le rapport directement si vous êtes en Power BI Pro ou Power BI Premium, pas en NVIDIA. C'est pour ça que la flèche elle est rouge avec des petits traits. Et à chaque fois que vos utilisateurs vont se connecter, ils vont se connecter uniquement à Power BI. Ça c'est intéressant parce que vous voyez bien que du coup les données ne sont pas directement attaquées sur vos serveurs applicatifs. Est-ce que c'est compréhensible? Vous n'avez pas l'air tout seul. Alors, c'est là où je prends le relais. Voilà. Donc l'idée en fait, donc on va vous faire une petite démo, je vous fais une petite démo juste après de Power BI Embedded. Et à quoi ça sert? Donc ça sert juste entre guillemets à intégrer du Power BI dans nos applications. Là en l'occurrence ça va être une application web, c'est un site, un SPNet MVC des plus standards. Voilà, donc comment ça se passe? En gros il y a déjà une API REST qui s'appelle api.powerbi.com, pour aller chercher le nom très loin. Qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations qu'on a vues via Power BI, le site ou le client lot. En gros, on va pouvoir aller récupérer les reports, on va pouvoir faire des opérations dessus, mettre à jour des datasets, on va pouvoir déclencher la mise à jour d'un dataset, le rafraîchissement par exemple, ce genre de choses. On a un certain nombre de librairies JavaScript. Alors déjà, il y a 2-3 modèles qui existent sur le net qui nous permettent directement d'avoir le modèle intégré dans une app Angular, Ember ou une app jQuery plus traditionnelle. On a des package nuggets, donc des librairies qu'on peut charger directement dans nos applications pour avoir quelque chose d'un peu plus facile à utiliser pour interagir avec Power BI, avec l'API Power BI, que si on le faisait directement nous avec notre client web classique. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que les librairies JavaScript qui sont disponibles permettent complètement d'interagir avec le rapport Power BI. Là, ce que Charles-Henri vous montrait juste avant, c'est par exemple, je rajoute je ne l'ai pas montré d'ailleurs, mais tu aurais pu le montrer, je rajoute un filtre par exemple, je rajoute une colonne, je rajoute des choses comme ça. Je peux montrer si tu veux. Eh ben vas-y, montre-le, fais-toi plaisir. Ça on peut le faire avec l'API JavaScript directement. Donc ce rapport-là que je vous ai montré rapidement, il est connecté à un stream, à un dataset qui est rempli via l'Azure Function d'Olivier, via les tweets. Donc normalement d'ailleurs il devrait y avoir plus de tweets, si je fais rafraîchir. Ouais, si vous avez été gentil tout à l'heure, et que j'ai un peu d'internet, ce qui n'est pas gagné pour l'internet. Oui, mais on le verra plus sur le site. C'est un jeu de claquettes qu'il aurait dû faire en fait. Pas de... Ah, là ça fait planter Power BI. Ne pas rafraîchir les données dans Power BI. Ce qui se passe juste, c'est que vu qu'on a très peu de connexion internet, elle essaie d'interroger le fameux dataset qui est sur powerbi.com. Forcément, si l'API ne répond pas, on n'obtient absolument rien. Ouais, pourtant. Ouais. J'aurais pas dû cliquer sur rafraîchir en premier. Ah, je vais te montrer dans powerbi.com. Ah, ça y est, c'est en train de se rafraîchir. En fait, il y a les petites. Heureusement, il y a quand même une partie asynchrone. Et donc, il y a les petits. Voilà, ça va me permettre de continuer d'interagir pour blablater pendant que ça s'actualise. Et donc, les rapports, on peut interagir dessus. Si je clique sur positif, là, on a fait une analyse de sentiment au passage avec l'API Cognitive Service d'Azure. On voit qu'on a 17 tweets positifs et cliquer dessus, ça va nous permettre de filtrer en fait nos données, nos différents éléments. Ça, on va pouvoir le faire en utilisant l'API. De la même façon, on a un certain nombre de filtres ici. Par exemple, je veux dire, je veux que les sentiments positifs, les sentiments neutres, les sentiments négatifs.
si je filtre ici, je vais pouvoir afficher tout le rapport d'une certaine façon. Et ben, depuis l'API en JavaScript, je vais pouvoir aussi filtrer ces rapports. D'ailleurs, on va vous le montrer. Je pense que tu peux y aller. Je peux reprendre la main. On n'a pas eu de tweet, alors soit ta fonction elle marche pas. Si, ça marche. Tu vois, ça vient déjà de se mettre à jour ici, là, hein, le graphique vient d'évoluer. Ah oui, donc, il y a toujours 21 tweets. C'est Ah, c'est que j'ai cliqué sur positif, ça doit être que des tweets négatifs. Ouais. Si c'est trop. Alors, si on enlève le filtre, voilà, on voit que ça se remet Ah, à 31, jour. non, c'est ça, vous avez Bravo, que merci à vous. négatif ou neutre. Merci. Excellent. Vous êtes super cool. On va y aller. Donc voilà, juste pour cette partie-là, donc ce qui a été fait là, on peut faire exactement la même chose, d'ailleurs on le verra dans la démo, mais on peut exactement faire la même chose dans JavaScript. Donc voilà, donc il n'y a pas énormément de choses à dire, puisque, non c'était pas là, c'était le slide d'après. Il y a la chose qui est hyper importante, c'est le dernier point là, qui est Azure Active Directory. En fait, ce qui va se passer, c'est que, donc je sais pas si déjà, il y en a certains d'entre vous qui connaissent Azure Active Directory ou pas. Alors plutôt dans l'autre sens, qui ne connaît pas Azure Active Directory? Qui ne connaît pas l'Active Directory? Vous savez, le truc pour s'authentifier, le contrôleur de... Ignoble. Ouais, de Microsoft. Ça va. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est dans Azure. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un abus bon, de langage, ça s'appelle ouais, pareil, mais c'est pas vraiment la même chose. Ça permet de faire beaucoup plus de choses. En fait, tous les services d'Azure utilisent cette couche-là d'authentification globale qui s'appelle Azure Active Directory. Ça permet de gérer les droits sur les souscriptions, ça permet de gérer les droits sur toutes les ressources qu'on a dans Azure, etc. Il y a tout un mécanisme qui permet d'autoriser une application à accéder à une autre application ou un utilisateur de l'Active Directory à accéder à une application, etc. Donc, il y a plusieurs modes. Charles-Henri en a parlé, mais dans Power BI, il y a plusieurs modes pour avoir le mode embedded. Donc, il y a déjà une partie pour les utilisateurs internes à mon entreprise. Donc, quand on dit interne à mon entreprise, c'est qui ont un compte Office 365 et qui sont donc dans Power BI, quoi, tout simplement. Donc ils vont se connecter avec leur compte Power BI à notre application à nous, donc, que je vais vous présenter juste après. Et ça va leur permettre d'intégrer donc tous les contenus, que ce soit leur workspace, leur dashboard et leur report. Power BI. C'est les trois petits onglets que j'avais, dataset, workspace, dashboard, rapport. Tout ça, ils vont pouvoir le voir à travers notre application s'ils le veulent. Exactement, et en tant qu'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leurs credentials et c'est tout ce qu'ils possèdent dans Power BI qui va s'afficher, ce qui a été éventuellement partagé avec eux. Donc tu veux dire qu'il faudra leur donner les droits par exemple dans Power BI pour qu'ils soient capables de voir nos rapports? Exactement, c'est tout à fait ça. Donc il n'y a pas d'action d'administration spécifique, il suffit juste que je me logue avec mes informations Power BI, et en gros l'API va nous permettre de récupérer déjà tout ce que fait soit le client web, soit le client lourd Power BI. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, pour les utilisateurs dits externes à mon entreprise, alors qui vont peut-être ne pas se connecter du tout à une application, ça va peut-être être un rapport public qu'on va vouloir mettre à disposition. Ça va être potentiellement des utilisateurs qui se connectent avec un compte login password à eux, mais qui n'a rien à voir avec Azure Active Directory. Bref, c'est du domaine de l'application, mais ce n'est pas du domaine de mon entreprise, spécifiquement. Là, ça va être un petit peu différent. On va négocier avec Azure Active Directory un token spécifique pour ces utilisateurs-là. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va utiliser, donc ça nécessite de la capacité dans Power BI, enfin dans Azure, du service qui s'appelle Power BI Embedded. Ça veut dire que là, le service powerbi.com ne suffit pas, on est obligé de provisionner un service supplémentaire dans Azure. Voilà, il y a des machines virtuelles derrière, en gros, qui vont héberger nos rapports et qui vont les mettre à disposition des utilisateurs, de n'importe quel utilisateur. Et l'avantage, c'est qu'ils pourront accéder au rapport sans avoir de Power BI Pro. C'est ça. Ils pourront n'importe qui, on peut le diffuser du coup soit sur internet, soit avec un login mot de passe pour identifier mon espace membre et voir mes données. Exactement. Sans jamais savoir qu'il y a Power BI derrière. Tout à fait. Super. Alors, donc c'est exactement ça, ça permet d'accéder à du contenu spécifiquement ajouté à la capacité Power BI, donc c'est ce qui a été associé à notre capacité dans Azure. Et voilà. Donc, c'est ce que je disais, le service spécifique dans Azure, il y a plusieurs tarifs différents. Ça va du assez cher déjà à du très cher. On va jusqu'à 20 234 € pour 32 cœurs, etc. Après, c'est en fonction de la capacité des utilisateurs, enfin du nombre d'utilisateurs qui vont devoir se connecter. Alors ça peut vous paraître cher, 20 000 €, d'ailleurs ça l'est, hein, mais par mois. Mais si jamais vous avez énormément de trafic et que vous deviez faire une application de reporting avec des milliers d'utilisateurs, il y aurait un défi technique de toute façon. Donc ça peut être une solution de régler une partie de ces défis techniques. Exactement. Donc là, il va faire une petite démo de l'application qui a été faite. Donc je vais m'y connecter en navigation privée. Je ne suis pas du tout déjà authentifié à un service Microsoft ou autre. Je vais sur ce site, vous pouvez y aller. Des conseils, mais
des conseils, mais vous pouvez y aller. Alors, évidemment, on est toujours tributaire de la connexion réseau, hein, donc il va falloir meubler, comme on dit. Voilà, donc des claquettes par exemple. Vous pouvez arrêter de faire des trucs sur la Ouais, fenêtre, arrêtez. Faut overclocker le Wi-Fi. Voilà, alors la CSS va se charger, hein, je vous rassure. Je suis développeur, je fais des trucs moches, mais quand même, il y a des limites. C'est pire que tout à l'heure, même. Ouais, c'est pire que tout à l'heure. Ouais. Peut-être Pas que ce qui si s'est je passé là, mais... ça, non Bah, en gros, ce que je vais juste vous montrer avant la démo, du coup, c'est comment ça marche. C'est la faute pour du monsieur l'authentification. là-bas, s'il n'y a pas... Ouais, exactement, c'est le monsieur en bleu au fond. Donc en fait, l'authentification, je vous le disais, il y a deux types. Pour les utilisateurs internes, on va avoir besoin d'enregistrer une application dans Azure Active Directory. Cette application aura des credentials qui lui permettront d'accéder à Power BI, à l'API Power BI. On va explicitement lui dire tu as le droit d'accéder à ça. Et ensuite, on va utiliser les credentials de l'utilisateur. Il aura une mire de connexion Office 365 sur lequel il va rentrer ses credentials et se connecter. On va ensuite récupérer un token d'accès à l'API Power BI qui va ensuite nous permettre, dans chacune des requêtes à l'API, on devra passer en bearer token ce token pour faire n'importe quelle requête à l'API. Donc ça c'est pour les utilisateurs internes. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je suis utilisateur interne, donc voilà, j'ai mon compte professionnel entreprise. Je me connecte à notre web app, celle dont la CSS ne se charge pas. Ensuite, je récupère un token auprès d'Azure Active Directory. Ce token, je vais le stocker en cache, etc. Et puis je vais l'utiliser après dans chaque requête à l'API Power BI. Donc cette API-là va ensuite accéder aux ressources de l'utilisateur interne, donc tous ses rapports, tous ses dashboards, etc. Donc ça, c'est vraiment, je possède les ressources de Power BI. L'autre partie, qui est aussi intéressante, c'est pour les utilisateurs externes. Donc là, pareil, on utilise une application Azure Active Directory qui aura le droit d'accéder toujours à l'API Power BI. Et on va utiliser des credentials d'un utilisateur qui sera utilisateur maître, qui devra avoir une licence Power BI Pro d'ailleurs, et qui aura des droits sur le rapport ou le dashboard qu'on veut utiliser. Donc on va utiliser un compte de service en gros pour faire ça. Et pareil, on récupère un token auprès d'Azure Active Directory pour ensuite faire nos requêtes. Donc pareil, je suis un utilisateur externe maintenant, j'ai un accès anonyme à la web app, donc je me connecte dessus et j'ai pas besoin de m'authentifier. Je récupère le token de l'utilisateur identifié comme maître auprès d'Azure Active Directory. Ce token va me permettre toujours de faire des requêtes à Power BI. Ça va utiliser donc les ressources de l'utilisateur maître qui vont être ensuite renvoyées à l'utilisateur. Voilà. J'ai tout compris. Je sais pas si c'est clair, ouais, mais bon. Voilà. Donc apparemment c'est toujours pas chargé. Hein. C'est toujours pas chargé, c'est génial. Donc on va essayer d'aller dessus, peut-être qu'avec un peu de peau. Ah, c'est quand même plus beau. C'est très rouge tes visuels. C'est très rouge, hein. Ouais, c'est côté communiste. Donc on a nos deux rapports que tu as publiés tout à l'heure d'ailleurs. Et donc on va prendre celui-ci par exemple. Si tu veux que ça soit joli, il vaut mieux parce que l'autre c'est pas. Voilà, donc là je suis dans mon application, je me suis jamais authentifié, je suis en navigation privée. D'ailleurs ça se voit, c'est écrit sign in là-bas. Tout à fait. Tout à fait. Et mon rapport Power BI est chargé dans un conteneur spécifique et va se charger. Ah, voilà, magnifique. Est-ce que ça a évolué un petit peu? Vous avez tweeté un peu pendant ce temps-là? N'hésitez pas. Hein. Ce qu'aurait pu expliquer, non. Donc ça explique pas la perte de débit, les tweets. Ça n'explique rien. 10 minutes, monsieur, je sais pas si t'as vu. 10 minutes, très bien. Eh bien, 10 minutes. Donc en fait, il y a plusieurs modes déjà d'affichage d'un rapport. Donc là, en l'occurrence, j'ai la barre de filtre, donc ça va me permettre d'éditer mon rapport, de rajouter des filtres ou de voir les filtres existants qui sont dessus. Bah, là, en l'occurrence, de les voir. Je suis en mode visualisation. Après, on peut être en mode édition, etc. On peut exactement avoir la même interface concrètement que dans powerbi.com. Un peu plus de boulot, mais on peut le faire. Donc là, je ne suis pas connecté, donc je suis dans un contexte qui est purement anonyme. Hein. Il y a 0 filtres qui sont appliqués, etc. On voit les tweets de tout le monde, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer en mode utilisateur interne de l'entreprise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une autre console qui va me permettre de consulter en fait les ressources qui m'appartiennent. Donc là j'ai une mire de connexion à notre Office 365. Hein. Je me connecte, donc je me connecte avec mon compte entreprise. Voilà. Toi tu viens de ton mot de passe toi? Bah écoute, Firefox permet de faire ça. Donc voilà, donc là, bon,
En l'occurrence, je travaille pour Essilor en ce moment, donc j'ai 2-3 ressources qui m'appartiennent, mais qui sont des rapports pour Essilor. Mais si je retourne sur notre partie rapport qui a été partagé à tout le monde, alors je ne suis pas propriétaire du rapport, sinon je le verrai dans l'autre console. Mais voilà, mais si je retourne par exemple sur ce magnifique rapport, là j'ai fait un truc un petit peu différent. C'est que c'est normal. Non, c'est tout à fait normal. C'est parce que là en fait j'ai appliqué un filtre sur l'utilisateur connecté. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que là si je vais dans la section filtre, et ben voilà, j'ai filtré automatiquement via JavaScript uniquement ce qui contient mon username. Voilà. Donc ça, tu veux dire que si je me connecte moi, il y aura le mien? Exactement. Tu veux qu'on essaye? On n'a plus le temps, mais on n'a plus le temps, malheureusement. Donc en gros, c'est, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais en gros, si je devais vous montrer rapidement comment c'est fait en JavaScript, c'est hyper simple. En gros, je spécifie à un endroit donné un filtre. Alors je l'ai fait hyper simplement. Hein. En gros, si c'est moi qui suis connecté, je vais filtrer sur Olivier. Sinon, c'est CH, mon collègue. Et en fait, ça va être super simple. Je vais aller lui dire, en gros, donc là, je suis sur la page qui affiche le rapport. Je vais aller lui dire, bon, bah, une partie où je lui passe l'access token qui va bien, et puis je vais construire un filtre en dessous. Et cette construction de filtre, c'est exactement la même chose que dans powerbi.com ou sur l'application desktop. Je lui dis que c'est un filtre déjà avancé, donc qui va me permettre d'enchaîner plusieurs opérateurs logiques, par exemple, des or, des and, etc. Et puis je vais lui dire que ma colonne qui s'appelle texte dans la table Azure Function CES. C'était peut-être pas un bon exemple, mais la colonne, le jeu dans le jeu donné s'appelle texte. Oui, texte du tweet. ça peut pas. Texte du tweet en fait, c'est pas le type de données. Voilà, je vais lui passer comme valeur le filtre que j'ai seté juste plus haut. Voilà, et il n'y a rien d'autre à faire. Après, quand j'appelle le rapport Power BI, ici je crée un objet de configuration qui va prendre en paramètre le fameux access token dont je vous parlais, qui a été récupéré auprès de Power BI, enfin d'Azure Active Directory. Je vais lui passer l'ID du rapport que je vais afficher, une URL spécifique qui est générée par Power BI pour pouvoir l'intégrer dans un site externe ou une application externe, et un ensemble de filtres, un tableau de filtres en fait, que je vais appliquer dessus. Voilà, et du coup, vu que c'est en JavaScript, on aurait pu imaginer que tu as une série de filtres en en-tête de ton rapport, dans ton application, que tu charges via n'importe quel système que tu veux en .NET, exactement. Et que tu passes en JavaScript les paramètres dynamiquement, clairement. Super fort. Voilà, après j'intègre le rapport tout simplement par 2-3 fonctions qui me permettent de voir où en est le chargement du rapport. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas mal quand même. Ça permet de faire des choses de façon un peu plus industrialisée, simple, que d'avoir à recoder tout ça. Si vous voulez recoder tout ça, plus la couche d'abstraction de données qui est entre les deux, bon courage. Enfin, il y a un petit peu du boulot, ouais. Mais bon, ça coûte 20 000 $. Non, quand c'est gros, mais petit, ça coûte pas. Donc si j'avais un petit peu à vous préciser comment est récupéré le token auprès d'Azure Active Directory, bon alors là si vous ne connaissez pas Azure AD, c'est vrai que ça peut porter un peu à confusion, mais en gros j'ai une méthode sur le client Azure Active Directory en .NET qui me permet de faire ce qu'on appelle un acquire token qui va nous récupérer le token de l'utilisateur. Alors là je suis déjà connecté dans le contexte de mon application en tant qu'un utilisateur autant que moi. Donc j'ai juste besoin d'aller lui dire je veux accéder à une ressource en particulier. Donc il y a une ressource qui s'appelle Power BI API ressource URL là, qui est la ressource qui est api.powerbi.com tout simplement. Et je vais lui dire en tant que mon utilisateur courant, je veux accéder à cette ressource là. Et donc Azure AD me donne un token pour accéder à mes requêtes. Donc comment ça se passe côté Azure Active Directory? Il y a un tout petit peu de configuration à faire. Mais en gros il faut que j'enregistre une application. Donc mon client web par exemple, je vais lui dire, donc là je suis dans Azure Active Directory, et je vais lui dire tu as des permissions. Tu as la permission d'accéder à l'app, enfin Power BI Services, avec un certain nombre de permissions. Donc tu peux lui dire de voir le contenu mais pas d'écrire par exemple. Exactement. Ce qui permet de sécuriser vraiment l'intégration dans ton application. C'est tout à fait ça. Ouais. Là c'est vraiment un mécanisme de permission assez basique qui va nous donner certains claims envoyés par Azure Active Directory, certains droits. Et ensuite c'est ça qu'on va utiliser dans Power BI. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Ce que je peux éventuellement vous montrer, c'est aussi la partie ressources. Donc je vous parlais tout à l'heure de la capacité à ajouter dans Azure pour pouvoir gérer les utilisateurs embedded, enfin tous les rapports qui ont été en Power BI embedded. Donc là, si ça se charge, un jour.
Comme ça, moi, ça vous permet de voir que c'est pas le développement qu'on a fait qui est un peu lent. C'est vraiment la connexion Internet. Oui, on n'est pas Et du que tout, je tu pense. verras, les mecs de Microsoft, ils ont peut-être codé aussi mal Azure Peut-être. que toi, ton rapport. Ouais, ça c'est fort probable. Donc le code de cette démo sera disponible, enfin est déjà disponible d'ailleurs sur le GitHub, sur mon GitHub qui était en page d'accueil. Donc voilà, donc si vous voulez faire vidéo avec, tester de votre côté, évidemment j'ai enlevé tous les credentials qui sont les miens, mais vous pourrez faire vidéo de votre côté, avec peut-être un Power BI. Donc voilà, ce que je voulais juste vous montrer, donc là c'est pour les besoins de la démo, on a notre website qui est hébergé ici. On a une Azure Function qui va récupérer les tweets en quasi temps réel et les ingérer, enfin les envoyer dans la Power BI en gros. Et on a donc cette fameuse Power BI Embedded, cette ressource Power BI Embedded, qui nous permet d'avoir nos rapports hébergés en fait sur une machine spécifique. Donc voilà, donc on est dans le pricing tiers le plus faible, donc la machine avec à 600 € par mois, quelque chose comme ça. Et voilà, donc ça, cette capacité-là, en fait, on va la retrouver côté Power BI. Côté Power BI, on va pouvoir très simplement lui dire, eh ben, ça tombe bien, ne les sauvegarde pas. On va pouvoir aller lui dire, voilà, tu as une ressource qui est disponible, j'ai une ressource qui est disponible dans Azure, qui s'appelle Coder en scène, type A1, etc. Et ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va lui associer, en fait, des workspaces, donc des espaces de travail, dans lesquels on a nos dashboards qui sont hébergés et nos rapports, etc. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on a fait, on a mis le workspace Coder en scène, donc on a associé à cette capacité Azure pour Power BI et qu'après on importe directement dans notre application web. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je veux bien l'intérêt de Power BI dans un contexte public, là où j'ai besoin de partager des tableaux de bord, des dashs, etc. Sur un site web qui soit interne ou public même. Je m'abstrais de toute la couche reporting handmade, on va dire. J'ai du mal à voir l'intérêt du coup pour les utilisateurs internes, mis à part ce que tu as montré, c'est-à-dire la contextualisation du reporting en fonction du profil qu'a le mec sur l'AD. Quels sont les use cases en fait? Ne serait-ce que... Je peux répondre? Vas-y. Ne serait-ce que la gestion de droit. Du coup, le fait de contextualiser avec ces credentials, ça nous permet de dire que cette personne a droit à ses rapports, voire elle a droit à ces ressources-là sous les rapports, et cette personne n'a pas le droit. Ça permet juste d'identifier la personne dans notre Active Directory de la même façon qu'on fait du SSO, enfin du Single Sign-On sur nos applications classiques. Du coup, deuxième question, parce que pour BI, la version SaaS, entre guillemets, la gestion des droits, les ACL est faite par rapport aux espaces de travail, au groupe. Alors, On donne des accès à des gens, on report, on leur donne accès à l'espace dans lequel on travaille ce report-là. on leur donne accès au report, on peut descendre au niveau report. C'est également le cas dans la version embedded où on gère les ACL avec ce que tu viens de dire du coup. Alors, dans la version embedded, on va pouvoir les poster de façon publique, éventuellement on va les publier sans qu'ils aient besoin d'avoir les droits sur le rapport justement parce qu'il y a ce fameux jeton net qui permet d'avoir des droits. Donc là on va pas avoir le coup de besoin de lui donner des droits spécifiquement sur le rapport. La partie justement embedded qui a été montrée par Olivier, ça va être plus pour éventuellement diffuser, là où diffuser plus largement que le réseau de notre entreprise, là où le parti pro, où on va garder notre jeton d'Azure Active Directory local à la compagnie, lui va nous permettre de faire du reporting plus en interne. L'intérêt, ça peut être par exemple, tu as une application vraiment métier, quoi, et tu veux avoir donc une application web métier, et tu veux avoir un rapport Power BI dédié à cette activité-là, qui est embedded dans ton application. C'est vraiment ça, je pense, un des use cases majeurs. Ça évite d'aller sur powerbi.com, etc. Dispo sur la version on-prem du report server de Power BI? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, ça marche. La version Power BI Report Server, pour ceux qui sont connaisseurs de la technologie, en effet, ne permet pas aujourd'hui de faire ça. La seule chose qu'elle permet de faire, c'est une iframe vers. Voilà. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas cette notion d'API, qui est l'API PowerBI.com, sur lequel ils ont beaucoup mis de travail et qui ne permet pas encore de faire ça. C'est dur de faire mieux comme question. Non? Bon, du coup, c'est moi qui vous dis. Moi j'ai une question, mais c'est plus en amont. La différence là entre une colonne calculée et une mesure. Si j'ai compris, la mesure travaille sur le. Une colonne calculée, c'est on a un tableau. Ouais. C'est notre dataset qu'on a chargé. Si je veux faire la concaténation du nom et du prénom, ça va être une colonne calculée parce que c'est sur toutes les lignes.
Une mesure, ça va être quelque chose qu'on agrège, une somme, une moyenne, qui va être calculée à l'exécution du rapport. Quand je vais sélectionner le nom-prénom et la somme du chiffre d'affaires, je veux que ça se calcule sur le nom-prénom, pas au niveau forcément de la ligne de facture, sinon ça va être très très joli. Voilà, c'est ça la différence. Il y en a une qui sert d'agrégation, et il y en a une qui sert de calcul vraiment du jeu de données pour la colonne. Donc, je vais vous poser une question maintenant pour gagner un de ces deux livres. On le fait choisir ou on doit en choisir un? C'est moi qui peux choisir? Ah, tu peux laisser choisir. Du coup, tu veux poser la question? Non, vas-y, je t'en prie. Il y avait 3 modes de licensing pour Power BI qui permettent de faire des choses différentes en partie sur les tokens et sur les prix. Vous vous souvenez lesquels c'est? Les 3? On a une réponse très rapide ici, là, avec l'accent. Alors, je te laisse choisir un livre. Avec l'accent, pourquoi? Bah, t'avais un bon accent. Ah, c'est vrai, si. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.